À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. Bonjour, je m'appelle Marc-Antoine Harvey et bienvenue à cet épisode de Conseil en bref, votre rendez-vous mensuel qui vous rapproche de votre politique municipale. Je résumerai pour vous les points importants de la séance du 27 avril 2026 du Conseil municipal de la ville de Belleuil et ce, en seulement 30 minutes. On commence avec l'ouverture du conseil et le mot du maire Daniel Picard qui rappelle les fondements du processus démocratique municipal. D'abord, je voudrais revenir un petit peu sur la notion de la vie démocratique. À la fin du dernier conseil, on a assisté à certains échanges qu'on souhaite ne plus revoir se produire. Alors, il n'est pas toujours facile de diriger un conseil municipal ça comporte son lot de défis. Il importe donc de rappeler certains principes fondamentaux qui régissent le fonctionnement démocratique d'un conseil municipal. À tous les 4 ans, un processus démocratique permet à la population de choisir les personnes qu'elle souhaite voir diriger la ville. Selon les circonstances, le conseil municipal peut être formé d'élus issus d'un même parti ou de représentants provenant de différentes formations politiques. À l'issue de la dernière élection, la population a clairement confié un mandat majoritaire à notre équipe afin qu'elle assume la responsabilité de gouverner et de prendre les initiatives et de mettre en œuvre le programme électoral sur la base où nous avons été élus. Cependant, lorsque plusieurs équipes siègent autour de la table du Conseil, il est tout à fait normal que certains dossiers fassent l'objet de divergences d'opinion. C'est précisément pour cette raison qu'il existe un mécanisme de votation. Il ne doit être en aucun temps perçu comme un dysfonctionnement du Conseil, mais bien comme l'expression saine et légitime du débat démocratique. Au cours des derniers mois, les décisions et les actions posées par le conseil municipal s'inscrivent dans une volonté claire de bâtir une vision stratégique cohérente avec le mandat accordé par la population. L'approche privilégiée vise à éviter les décisions improvisées et structurer l'action municipale sur une base solide, durable et réfléchie. Alors, évidemment, cette approche-là s'appuie, évidemment, ce n'est pas la première fois que je le mentionne, mais en utilisant l'intelligence collective de la population, en misant sur l'écoute, la consultation et la participation citoyenne afin d'orienter nos actions en fonction des besoins réels et futurs. Enfin, la participation citoyenne, ce ne doit pas être un slogan ni des simples exigences réglementaires, mais bien une volonté réelle et constante d'agir dans cet esprit au bénéfice de l'ensemble de la population. On s'est parlé quelque peu avant la rencontre sur lequel on s'est engagé à faire attention à nos comportements respectifs pour être à la hauteur de notre fonction. Je veux maintenant vous entretenir au niveau du plan stratégique. Je vous ai déjà, une petite mise en contexte, je vous ai déjà parlé de l'importance d'avoir un plan stratégique pour donner une direction claire, de passer à l'action de façon cohérente et efficace et en considérant les préoccupations citoyennes et en considérant l'urgence d'agir, les crédits disponibles pour maintenir un taux de taxation raisonnable. Évidemment, beaucoup de gens souhaitent qu'on fasse des choses très rapidement, qu'on en fasse beaucoup, mais il faut toujours considérer que l'urgence d'agir n'est pas toujours à la même hauteur et que les crédits disponibles ne sont quand même pas infinis. Alors, on souhaite se donner une vision à moyen et court terme pour être capable d'anticiper plutôt que de réagir et d'éviter de gérer selon la saveur du jour. Donc, en se donnant un plan stratégique, ça nous permet que nos décisions reposent sur une réflexion structurée. Au niveau de l'état des travaux où nous en sommes rendus,
Bien que nos gestionnaires municipaux se surpassent constamment avec l'arrivée des 2 nouveaux joueurs à la direction générale, notre équipe saura réagir avec encore plus d'efficacité de structure. Vous savez qu'on a embauché un conseiller à la direction générale au niveau stratégique et nous avons aussi nommé, il y a 2 semaines, un directeur général adjoint lors d'une assemblée spéciale pour lui permettre de pouvoir donner sa démission rapidement puis d'être parmi nous le 4 mai, à moins que je me trompe. C'est ça, M. Marino? Alors, donc, ces gens-là vont clairement nous aider et à être capables de venir à consulter l'ensemble des citoyens sur les différentes problématiques pour être capable de vraiment établir les priorités et déterminer ce qui doit être travaillé en mode plus urgent par rapport à d'autres. C'est fondamental. Alors, un petit suivi aussi sur le programme particulier d'urbanisme, le PPU, au niveau du secteur Serge Pépin et Yvon Lheureux. Alors, peut-être une petite mise en contexte pour ceux qui sont moins familiers. Le PPU, c'est un outil de planification municipale qui permet de définir de façon détaillée le développement, l'aménagement, la revitalisation d'un secteur précis de la ville. Dans le cas particulier, on parle du secteur dans le coin de Serge Pépin et de Saint-Jean-Baptiste. La question qu'on peut aussi se poser, est-ce qu'un PPU, c'est un document ou un processus qui est obligatoire? Non. Bien que ça ne soit pas obligatoire, nous souhaitons avoir un PPU parce qu'on juge qu'il est quand même nécessaire de pouvoir encadrer le développement du secteur. On vous avait avisé en février, par un avis de motion, qu'on avait espéré que le PPU puisse être déposé incessamment à l'intérieur de 2 mois. Malheureusement, nous allons devoir retarder le projet parce qu'il reste encore beaucoup de travail à faire à cet égard-là. Alors, une petite réflexion aussi sur l'historique des travaux. Pour ceux qui sont moins familiers, on se rappelle que le PPU, c'est un processus qui a commencé dans l'autre mandat du Conseil. Et évidemment, en 2022, et ce que je vous informe à ce moment-là, ce n'est pas sarcastique, c'est le début du processus. Il y a quand même eu un voyage d'inspiration qui a été fait. La conséquence aussi, il y a eu quand même des bris de discussion avec les promoteurs. Il y avait une vision qui avait été développée par M. Pierre Thibault. En juin 2025, il y a eu une présentation qui a été faite à la population. Évidemment, il y a eu les élections et l'enjeu de la nouvelle école était aussi très important parce qu'il y avait eu des engagements au niveau du gouvernement. Alors, évidemment, comme je vous ai mentionné, en février 2026, nous avions déposé le PPU et par un avis de motion. Alors, on comprend qu'un avis de motion, ce n'est pas un document légal, ça n'oblige pas la Ville nécessairement à le respecter à l'intérieur des délais, c'est souhaitable, mais dans le cadre actuel, depuis janvier 2026, parce que je vous rappelle que le nouveau conseil a été élu en novembre, on a travaillé sur le budget très rapidement en décembre, donc en janvier, on a dû faire du rattrapage et on a passé beaucoup de temps à comprendre les différents enjeux. On a relancé le dialogue avec les promoteurs pour avoir la phase 5A et 5B qui sont nécessaires pour le déploiement de l'école. Donc, quand je parle de la phase 5A et 5B, c'est la continuité de Serge Pépin pour être capable de se rendre à l'école, donc pour assurer la construction. Il y a aussi des discussions en cours pour le tronçon C. Le tronçon C, c'est ce qui va être entre la nouvelle école et Saint-Jean-Baptiste. Et ça a une incidence très importante parce que ça va permettre le développement le long de Saint-Jean-Baptiste et la réfection de la rue qui est plutôt en mauvais état. Parce qu'il faut comprendre que de l'autre côté de Saint-Jean-Baptiste, il y a aussi un développement qui va longer Saint-Jean-Baptiste avec un autre promoteur. Et c'est par là que les infrastructures municipales vont passer, donc sous la rue Saint-Jean-Baptiste, à la hauteur de Serge Pépin. Alors, il reste encore beaucoup de discussions. Nos services d'urbanisme et de génie travaillent à intégrer le tout dans un document actualisé, préparer les visuels pour la présentation future, finaliser les ententes et les travaux visant l'ouverture de Serge Pépin, l'entente de promoteurs 5A et 5B. Puis, à cet égard-là, évidemment, on espère pouvoir rapidement, potentiellement d'ici le prochain conseil, d'être en mesure d'avoir un document à présenter. La population avait été prise par surprise lorsqu'une affiche à vendre avait été apposée devant l'église Saint-Mathieu de Belleuil. Des rénovations importantes devaient être faites puisque l'intégrité de l'immeuble était à risque. Finalement, la Ville a pris en charge de procéder à l'évaluation des travaux à faire. Au niveau de la sauvegarde de l'église, comme vous le savez,
La sauvegarde de l'Église a toujours été quelque chose d'important pour l'ensemble des gens du Conseil. Alors, c'est une priorité. En janvier dernier, on a octroyé un contrat à une firme spécialisée afin d'analyser en détail les travaux requis pour la rendre sécuritaire et conforme aux normes en vue d'une réoccupation éventuelle. Des expertises de pointe ont été réalisées sur l'édifice, incluant des balayages laser complets de la façade et de l'intérieur, ce qui nous permet donc d'avoir une vision 3D du bâtiment. On a fait des tests de pression au niveau de la conduite d'eau principale qui se sont avérés positives, ainsi qu'une étude environnementale sur les martinets ramoneurs qui fréquentent le site. Pour ceux qui, comme moi, ne savaient pas à la première lecture ce que c'est un martinet ramoneur, c'est un petit oiseau migrateur d'Amérique du Nord bien connu au Québec. Le martinet ramoneur est menacé au Québec et au Canada. Il est donc interdit de détruire ou de bloquer une cheminée si des martinets l'utilisent. Donc, il a fallu qu'on fasse en sorte de s'assurer dans les différents travaux qu'on ne venait pas nuire aux petits martinets ramoneurs, qui vient de là, le ramoneur vient du nom ils nichent dans les cheminées, c'est leur endroit de prédilection. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Comme je vous ai dit, le balayage laser a fourni un relevé en 3D détaillé de l'Église, offrant à la Ville une base numérique précise pour planifier les futures interventions. Les conduites de l'alimentation ont été soumises à des tests de pression rigoureux, ce qui a permis de vérifier son état et assurer le bon fonctionnement. Il faut comprendre que parmi les projets qu'on aurait aussi en lien avec l'Église, on souhaite pouvoir instaurer des toilettes qui seraient publiques pour le secteur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui y vont, puis évidemment, c'est toujours difficile lorsque les gens ont besoin d'aller aux toilettes. Donc, c'est important de s'assurer que la pression d'eau va être intéressante et assurer, évidemment, la protection de la colonie des petits martinets ramoneurs. Alors, nous serons donc prochainement en mesure de chiffrer le coût. En fait, c'est les services qui vont venir chiffrer le coût avec les promoteurs et la durée de ceux-ci, et de faire en sorte qu'on puisse présenter des options qui vont qu'on va pouvoir rendre l'Église à la communauté pour différents usages qui seront décidés ultérieurement dans un mode à la communauté. Avis aux citoyens intéressés. L'administration propose des rencontres de discussion afin de permettre aux citoyens de s'exprimer et d'amener leurs idées quant à différents projets urbains de Belleuil, notamment en lien avec le réaménagement de la piscine en eau vive. Monsieur le maire Picard donne les détails. Avec l'arrivée de notre nouveau conseiller stratégique, on va pouvoir faire évoluer notre stratégie de participation citoyenne beaucoup plus rapide. Donc, dans le présent dossier, les citoyens et les citoyennes volontaires seront convoqués pour une première rencontre de réflexion le 26 mai prochain. Je vous rappelle qu'on avait sollicité la population, ceux qui avaient un intérêt à venir participer au développement du parc urbain flottant. Donc, ça nous donne ici une belle occasion de créer ici un projet porteur, autant sur la nature même de celui-ci que sur notre démonstration de construire ensemble un tel projet. Donc, il y aura une première rencontre le 26 mai et les autres rencontres vont être décidées avec les participants éventuellement pour regarder les différentes options potentielles pour en faire un beau projet. Comme dans de nombreuses municipalités du Québec, l'état des routes inquiète beaucoup de citoyens. Une question à ce sujet est posée au maire, M. Picard. On sait que c'est un grand sujet qui est hyper important. Les services du génie sont en train de préparer une planification qui va s'échelonner pour les 10 prochaines années, auxquelles on va donc être capable de mettre une priorité ou dans les rues qui s'avèrent les plus urgentes. Puis, c'est effrayant. Oui. Il y a que de rues qui manquent d'affection. Oui. Il y en a. Et puis je vous dirais, je suis tout à fait d'accord avec vous, puis il y en a beaucoup. J'en ai compté, mais je suis rendu à 48. Oui, il y en a beaucoup. Fait qu'on va donc être capable de les prioriser. Évidemment, comme j'ai mentionné d'entrée de jeu, malheureusement, puis c'est pas rattaché nécessairement aux dernières années, ça date de beaucoup plus longtemps en arrière. Oui. La réfection des rues n'a pas toujours été une priorité. Donc, on va donc devoir établir un plan. Et dans le cadre du prochain budget, on va aussi expliquer à la population quelle est la nature de l'état des routes, puis comment on peut réagir à cette réparation-là à l'intérieur des moyens qu'on a et qu'on va se donner. Ce qui était effrayant dans tout ça, les rues asphaltées, puis le ministère des Transports, toutes les municipalités en ont besoin, puis le ministère des Transports, il ne fait pas son ouvrage.
Ouais. Puis là, ben, il y a tout Bernard Pilon à faire, Saint-Jean-Baptiste, c'est effrayant. Effectivement, puis c'est pas une raison pour se défiler que certains états de nos rues sont pas très belles, mais allez voir les rues provinciales, dont la 223, vous allez vous rendre compte que ça fait encore des fois bien plus peur que nos propres rues. Là. La rue du bord de l'eau, elle jusqu'à C'est ça. Chambly, Effectivement. c'est pas circulable. Effectivement, c'est hyper, il y a des trous là, de façon catastrophique. Fait que oui, ça va faire, pour répondre à votre question, oui, ça va faire partie des éléments qu'on va mettre en perspective, puis on va avancer. Il va y avoir des citoyens qui vont être fiers. Oui. OK, merci. Merci. Monsieur les conseillers Karim André-Laz et Jonathan Brisson souhaitent ajouter un point au Conseil qui touche la transparence quant au projet de nouveau quartier. Cette demande cause des frictions au sein du Conseil, mais c'est toujours un signe d'une bonne démocratie. On cherchait ce soir aussi, en plus du dossier que vous venez de ne pas voir, un peu davantage de transparence au niveau du PPU du nouveau quartier. Je vais être très clair, l'administration actuelle a toute la légitimité de revoir le projet de Nouveau Belleuil et de faire de nouvelles propositions. Les électrices et électeurs ont voté leur verdict aux dernières élections et nous respectons cela. Ces réformes ne doivent pas être menées derrière les portes closes. À notre avis, les Belleuilloises et Belleois que je représente sont en droit de comprendre les changements que souhaite apporter la nouvelle équipe au développement du nouveau quartier. Vous savez comme moi que plusieurs de nos concitoyens et concitoyennes sont préoccupés de ne pas revivre le développement que nous avons connu dans les dernières décennies où trop souvent les promoteurs dictaient les règles d'urbanisme avec une participation citoyenne limitée. Avant de poursuivre, j'aimerais faire un bref historique du dossier, puis je vais complémenter celui que M. le maire a fait en début de séance. Donc, en 2025, la population a pris connaissance du conseil d'aménagement pour le Nouveau Belleuil. La firme Stantec est mandatée par le conseil municipal pour organiser une consultation citoyenne dans le but de présenter son plan particulier d'urbanisme. C'est le cadre qui sera utilisé pour définir la vision de ce nouveau quartier. C'est un document de planification essentiel pour Belleuil. Je tiens à rappeler que le projet est structurant pour l'avenir de notre ville. Il ne s'agit pas d'un dossier parmi d'autres. On parle d'ici d'un développement majeur qui va façonner Belleuil pour les 100 prochaines années. Il faut donc bien le planifier, bien le penser et s'assurer que notre legs soit un héritage collectif pour les générations futures. Arrivons en juin 2025, la consultation publique est organisée par la firme Stantec et la population partage ses commentaires. Or, les promoteurs ont choisi de boycotter cet exercice démocratique étant donné que, je cite l'œil régional du 23 juin 2025 pour expliquer leur absence, la nouvelle administration a imposé une orientation radicalement différente écartant la pratique de l'urbanisme, nos manières de développer le... Pardon, j'ai... Oui, excusez-moi, j'ai sauté une ligne. La nouvelle administration a imposé une orientation radicalement différente, écartant de facto le travail réalisé de concert depuis 2017. Par contre, le marché, les besoins en logement abordable, la pratique de l'urbanisme, nos manières de développer le territoire, les besoins et les préoccupations des citoyens et des citoyennes ont passablement évolué depuis 2017. Je me conforte à me dire qu'en coulisses, selon les informations que j'ai pu obtenir, les échanges de l'administration se sont poursuivis. Il y a toujours eu une volonté que l'ancienne administration de collaborer avec les promoteurs, puis il y en a une qui se fait présentement. Malheureusement, les citoyens et les citoyennes ont été privés de cet échange qui aurait pu être constructif et bénéfique pour eux. En bons citoyens corporatifs, ces entreprises avaient le devoir de participer à ces échanges. Leur absence est, disons-le franchement, déplorable et a ralenti le processus de mise en œuvre. Ah, excusez, je pensais que vous aviez fini, excusez-moi. Suivant la première consultation, la population reçoit l'information à l'effet que le PPU est en cours de production et qu'il y aura une nouvelle consultation sous peu. Puis arrive la période électorale. Vous comprendrez que tout est mis sur pause. Octobre 2025, les promoteurs immobiliers entrent dans la campagne électorale en faisant publier de pleine page une publicité pour dénoncer une vision portée par le conseil de l'époque pour le Nouveau Belleuil, ce qui constitue à notre avis une infraction à nos lois électorales. Une plainte a été formellement déposée en ce sens. Suivant l'élection, M. le maire a repris le travail rapidement avec les promoteurs. Tant mieux si le dialogue s'est renoué. Des documents obtenus en vertu de la loi d'accès à l'information démontrent que les rencontres ont lieu 24 et 28 novembre avec les promoteurs. Des courriers échangés entre le promoteur et la direction de l'urbanisme de la ville démontrent qu'ils sont aussi consultés sur le projet. Au même moment, l'administration garde le cap sur le fait que le PPU doit être rendu public
et qu'une consultation citoyenne qui en découle doit avoir lieu. Cela est d'ailleurs confirmé par le dépôt de l'avis de motion en février dernier. Suivant l'avis de motion, soit le 4 mars, une rencontre a lieu avec l'administration et M. le maire et les promoteurs. À partir de ce moment, malgré nos demandes de rendre public le PPU et de tenir une consultation publique, on ne souhaite pas divulguer publiquement le document faisant l'objet de l'avis de motion, comme M. le maire l'a expliqué précédemment. Pour l'administration, c'est considéré comme un document de travail. Par contre, les citoyens ont déboursé une somme de 75 000 $ pour Stantec pour qu'ils produisent le PPU. Le mandat de Stantec est maintenant terminé, payé, et le livrable a été fourni à la Ville. Donc, on peut se demander qu'est-ce qu'il y a dans ce document à l'heure actuelle. L'objectif de la résolution que j'avais potentiellement voulu déposer tantôt, mais qui aurait été votée, que je ne la dépose pas, est justement de permettre à la population d'avoir accès à l'information pour laquelle elle a payé. Un projet aussi important doit se faire dans la transparence. Nous ne mettons pas en question le fait qu'il y a des discussions avec les promoteurs. C'est normal, c'est même nécessaire. Ces discussions ne peuvent se substituer au débat public. Parce qu'au final, ce sont les citoyens et citoyennes qui vivent dans les quartiers. Ce sont eux qui paient pour les infrastructures. Ce sont eux qui doivent se prononcer aussi pour la vision de leur ville. Et sur ce point, il faut aussi rappeler un élément important. Lors de la consultation publique de 2025, les promoteurs ont choisi de ne pas y participer. Bon, aujourd'hui, ils souhaitent contribuer à la réflexion. C'est une excellente nouvelle, mais cette discussion doit se faire au grand jour avec l'ensemble des parties prenantes, pas uniquement derrière des portes closes. Notre demande est donc simple, rendre public le PPU, le projet de PPU, dans les 6 mois, pas après. Pas dans 6 mois, après les ajustements, c'est maintenant pour le rendre public. Et ça là ne fige pas en fait la Ville avec ce document. Il peut aussi évoluer par la suite. Ça permet d'enrichir la réflexion, d'améliorer le projet et d'assurer une meilleure adhésion de la population. À notre avis, refuser de le rendre public, c'est priver les citoyens d'un débat éclairé. Et au-delà de la transparence, il y a aussi une question de vision. Nous avons à bel œil l'occasion de faire les choses autrement, d'éviter les erreurs du passé et de se projeter vers le milieu où, enfin, nous mettrons de l'avant et nous planifions l'urbanisme durable afin de ne pas reproduire les modèles de développement uniformes, sans identité, qui ne répondent pas aux aspirations d'aujourd'hui, tant au niveau des besoins des citoyens qu'au niveau de l'innovation apportée au projet. Donc, on aurait apprécié, M. le maire, ce dépôt. Voilà. Merci. Puisque, dans le fond, votre mot de conseil était plus une allocation de nature partisane, je vais quand même me permettre juste une petite remise en cause. Premièrement, ce n'est pas qu'on ne veut pas rendre le document disponible, c'est que ce document-là, comme vous l'aviez mentionné vous-même d'entrée de jeu, M. Brisson, OK, nous avions toute la légitimité de porter un regard et ce document-là avait été mandaté par l'ancien conseil, OK, pour lequel le conseil actuel n'en avait pas pris connaissance. Et considérant le fait que vous l'avez mentionné aussi, qu'il y a eu des élections et qu'on avait toute la légitimité de regarder ce document-là, il m'apparaît tout à fait approprié qu'on puisse y apporter notre propre couleur. Alors, ce n'est pas parce que ce document-là peut être modifié que ça veut dire que nécessairement que la vision qui pourrait en sortir, elle est radicalement opposée. Et ce n'est pas non plus parce qu'il pourrait avoir de notre couleur là-dedans que ça veut dire, comme vous laissez prétendre, qu'on va manquer le bateau ou qu'on va manquer et qu'on va faire une catastrophe de ce projet-là. Je pense, comme on vous a mentionné en plénier, OK, que la vision qu'on avait n'était peut-être pas si différente que celle qui avait été déposée, mais qu'il y avait des choses et des éléments qu'on considérait, nous, pouvoir y mettre notre couleur, et que ce document-là, pas qu'il ne doit pas être présenté à la population, OK, mais qu'à un moment donné, avant de le présenter, on va s'assurer qu'il soit présenté. Alors, je veux juste vous rappeler dans les faits, quand le document a été fait, lorsqu'il y a eu la présentation en juin 2025 par l'ancien conseil, aucun citoyen n'a été consulté avant le dépôt de cette fameuse rencontre-là, OK? Et pire que ça, parce qu'il y a eu des commentaires qui ont été apportés et jamais la population a reçu de feedback
par rapport aux commentaires qui avaient été apportés par la population à cet égard-là. Puis beaucoup de questions avaient été posées pour lesquelles aucune réponse avait été donnée, comme à savoir combien il y aurait de logements hors marché, etc. Toutes ces questions-là ont été évacuées, puis ça continuait dans la même vision qui était, voilà notre vision, elle va s'imposer. Nous, on veut présenter quelle est la vision, on veut écouter les citoyens, puis contrairement à ce que vous voulez communiquer, là, ben écoutez, c'est pas l'intention de ne pas écouter puis de ne pas présenter. C'est peut-être juste qu'une question de timing qui n'est pas le même, mais notre intention demeure la même que vous, d'impliquer les citoyens et de faire en sorte que ce soit un beau projet. Puis on est tout à fait d'accord que la réalité d'aujourd'hui n'est pas celle de 2017. Et c'est pas parce qu'on discute avec des promoteurs en tant que partenaires, OK, que ça veut dire qu'on n'est pas capable de défendre les objectifs de la Ville. Voilà, c'était votre édition du 27 avril 2026 du Conseil en bref de la Ville de Belleuil, présenté par TVR9. On se revoit le mois prochain pour votre rendez-vous mensuel de politique municipale.